Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 30 ans et la dernière fois que j'ai essayé de remercier mon père pour tout ce qu'il avait fait, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je serais toujours la dernière. C'est arrivé au barbecue de son départ à la retraite. 38 ans dans le même cabinet comptable, 3 décennies et demie de matins précoces, de nuits tardives, et jamais plus de 2 semaines de vacances à la fois. Quand ils lui ont finalement organisé une cérémonie de départ, celle-ci, à son bureau, ressemblait plus à des funérailles qu'à une célébration. Les gens ont fait des discours, lui ont serré la main et lui ont dit qu'il était le genre d'homme qu'on ne faisait plus. Fiable, stoïque, un roc. En grandissant, c'était exactement ça le problème. Il était un roc, solide, immuable, et impossible à en tirer la moindre douceur. Il n'était pas cruel, pas dans le sens où les gens l'entendent habituellement. Il ne criait pas. Il ne jetait pas d'objets. Il traitait simplement les émotions comme des passifs sur un bilan. Si vous pleuriez, vous étiez dramatique. Si vous demandiez à être rassuré, vous étiez en manque d'affection. Si vous vouliez entendre les mots « je suis fier de toi », vous étiez puéril. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il a dit quelque chose approchant, et même alors, c'était accompagné d'une correction sur la façon dont j'aurais pu faire mieux. Il croyait au travail, au silence, au fait d'accomplir les choses sans en faire tout un spectacle. L'amour n'a jamais fait partie du lot, pas de la manière dont j'en avais besoin. Alors, quand le week-end de sa retraite est arrivé, je me suis dit que cela pourrait être un tournant, une chance de mettre quelque chose de net entre nous. Une conclusion, peut-être. Ou le début de quelque chose de différent. J'ai planifié le barbecue dans les moindres détails. Ma maison, mon argent, mon jardin. J'ai engagé un traiteur, loué une tente parce que la météo annonçait une pluie légère, et j'ai même fait venir un de ces bars extérieurs avec un mixologue préparant des boissons personnalisées. Les voisins sont venus, d'anciens collègues, quelques-uns de ses copains de golf. Ma mère flottait comme elle le fait toujours, s'attribuant le mérite avec son sourire et ses mains agitées, même si elle n'avait pas levé le petit doigt pour l'organisation. Tout le monde la remerciait comme si elle avait tout fait. J'ai laissé passer. Ce n'était pas le but. Le but, c'était la montre. J'économisais pour l'acheter depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, même si je pouvais me le permettre maintenant. Une Rolex submarinée, cadran noir, classique. C'était le genre de choses que je savais qu'il respectait d'une manière silencieuse. Précision, statut, lignes épurées. Au dos, j'avais fait graver 4 mots par le bijoutier, merci pour tout. Je ne voulais pas que ce soit dramatique. Je ne voulais pas de scène. Je voulais un moment qui soit simple et clair, comme si je mettais en place la dernière pièce d'un puzzle. J'ai donc attendu que la nourriture soit presque finie et que l'euphorie du vin et du bourbon ait adouci les esprits de tout le monde. Les gens riaient de vieilles histoires à moitié vraies, parlaient des débuts au cabinet, des longues nuits, des chiffres qu'ils pouvaient équilibrer de tête. J'ai croisé son regard et lui ai fait un signe de tête vers le fond du jardin. Nous nous sommes éloignés de la tente, près de la clôture où les guirlandes lumineuses s'estompaient et où l'air semblait plus frais. Je t'ai acheté quelque chose, ai-je dit en lui tendant la petite boîte en velours. Il l'a ouverte, a regardé la montre, et l'a retournée. Ses yeux ont parcouru la gravure, puis sont revenus sur mon visage. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose s'adoucir. Une fissure dans le masque qu'il portait toujours. Puis il a parlé. Tu penses que l'argent peut acheter l'amour, a-t-il dit doucement. Tu seras toujours la dernière. Il l'a dit comme s'il énonçait la météo. Sans colère, sans hésitation, juste un verdict. Comme si j'étais une étrangère lui tendant un pot de vin au lieu de sa fille lui offrant un geste qu'elle avait répété dans sa tête pendant des semaines. Pendant un battement de cœur, tout en moi s'est immobilisé. J'ai senti la chaleur monter dans ma gorge, l'envie instinctive de discuter, d'expliquer, de dire que ce n'est pas une question d'argent. C'est moi qui essaie une dernière fois. Mais des années à ravaler mes sentiments m'avaient trop bien entraîné. Au lieu de cela, j'ai simplement tendu la main, repris la boîte de sa main, et je l'ai refermée. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis retourné et j'ai traversé le jardin, passant devant la tente, le barbecue, les yeux écarquillés de ma mère, et les regards curieux des gens qui pensaient nous connaître. Je suis passé directement par le portillon latéral, j'ai déverrouillé ma voiture et je suis parti avec la montre toujours à la main. Je n'ai entendu ma mère crier que lorsque j'étais déjà dans la rue. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi ou s'ils sont juste restés là à me regarder partir,
se demandant comment on pouvait être si ingrate. Le temps d'arriver chez moi, mon téléphone vibrait déjà avec la première vague d'appels. Je l'ai mis en silencieux, j'ai posé la montre sur la table de ma cuisine et je suis allé me coucher, mes vêtements sentant encore la fumée et la sauce barbecue. Le lendemain matin, mon téléphone était un mur d'appels manqués, 71, tous de mes parents, et 17 messages vocaux. Les premiers venaient de ma mère, exigeant que je rapporte la montre, que j'arrête d'être dramatique, que je me souvienne de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Quelque part au milieu, il y avait mon père, qui disait que je l'avais embarrassé devant des gens qui comptaient vraiment, que j'avais essayé de le ridiculiser, que j'essayais toujours de jouer les héroïnes avec mon argent. J'étais allongé sur le dos, fixant le plafond tandis que sa voix résonnait dans le haut-parleur. Il donnait l'impression que j'avais orchestré une humiliation publique, que j'avais utilisé un cadeau comme une arme pour redéfinir ma place dans la famille. Il n'a pas mentionné la gravure. Il n'a pas mentionné les années que j'avais passées à essayer de prouver que j'avais ma place. J'ai failli supprimer les messages sans écouter le reste. Au lieu de cela, j'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine et j'ai essayé de prétendre que c'était un lundi normal. J'ai répondu à quelques courriels professionnels, sans enthousiasme et distraite, le poids du week-end pesant comme un second plafond. Je ne prévoyais rien faire. Je pensais que je les ignorerais jusqu'à ce qu'ils s'épuisent ou trouvent une nouvelle crise. Puis un message vocal a tout changé. C'était encore mon père, mais cette fois sa voix était calme d'une manière qui cachait toujours quelque chose de laid. Tu m'as embarrassé devant des gens qui comptent vraiment, a-t-il dit. Si tu penses que tu peux simplement jeter de l'argent par les fenêtres et redéfinir qui tu es dans cette famille, tu es plus perdu que je ne le pensais. Quelque chose en moi a basculé. Toutes les années d'efforts, à porter silencieusement leur fardeau, à payer des factures en prétendant que ce n'était rien, se sont emboîtées d'une manière qui m'a soudainement rendu très lucide. J'ai ouvert un autre onglet de navigateur et je me suis connecté à un compte bancaire séparé, celui que j'avais ouvert des années auparavant, lorsque j'étais encore désespéré de gagner ma place, celui que j'utilisais pour payer leur prêt immobilier. Ce qu'ils n'ont jamais su, ce que je n'ai jamais dit à personne, même pas à mon petit ami, c'est que tout était à mon nom. C'était moi qui figurais sur le compte. C'était moi qui avais le contrôle total. Cela avait commencé comme une faveur de 6 mois pendant une période difficile, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Puis c'est devenu 1 an, puis 2. Finalement, c'est devenu permanent. Ils ont arrêté de demander comment c'était payé. Ils ont arrêté de faire semblant d'être reconnaissants. La maison est simplement restée la leur, et l'argent a continué à quitter mon compte comme une marée silencieuse. J'avais constitué un tampon, petit à petit, assez pour couvrir près d'1 an en cas de problème. Un filet de sécurité pour eux, pas pour moi. Ce matin-là, avec les mots de mon père résonnant encore à mes oreilles, j'ai sélectionné le solde total et j'ai transféré la totalité des 46 000 sur mon compte personnel. L'écran de confirmation est apparu, êtes-vous sûr? J'étais sûr. Puis j'ai appelé la société de prêt immobilier, j'ai donné mon nom et je leur ai dit que je ne ferai plus de paiement. Que toute responsabilité future incombait aux emprunteurs originaux. L'homme au téléphone a hésité et m'a demandé si je comprenais ce que cela signifiait. La saisie immobilière n'était pas un mot qu'il a prononcé à voix haute, mais il flottait entre nous quand même. Je comprends, ai-je dit. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, non pas de regret, mais de quelque chose qui ressemblait beaucoup à une expiration finale après avoir retenu ma respiration pendant des années. En fin d'après-midi, ma mère l'avait découvert. Les textos ont commencé lentement, as-tu des problèmes avec la banque? Puis plus rapidement, le paiement a été rejeté. Puis plus durement, tu n'allais quand même pas les laisser prendre la maison. J'ai posé mon téléphone face contre table et je suis allé me promener. L'air extérieur semblait lourd, comme si une tempête attendait juste hors de vue. Mon petit ami, Étienne, a appelé pendant que j'étais sur le trottoir. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Il a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais ce que j'avais fait, la montre, le barbecue, le transfert, l'appel à la banque. « Es-tu en sécurité ?» a-t-il finalement demandé. « Ton appartement est-il sécurisé? Tes serrures, ton immeuble ?» C'était bien Étienne d'aller directement à l'essentiel. « Je vais bien », ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour leur vie. Pendant un long moment, tout ce que j'entendais était sa respiration. « Alors, reste ferme », a-t-il dit. « Et si quelque chose te semble étrange,
tu m'appelles avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Promets-le-moi, Amélie. J'ai promis. Quand je suis rentré à mon appartement, il y avait 3 messages vocaux de mon oncle, un de ma sœur Laure, et un nouveau courriel de mon père intitulé « Nous devons parler ». Je ne l'ai pas ouvert. Pas ce jour-là. Pas après ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain, à 8 heures du matin, quelqu'un a sonné à mon interphone. Le son a traversé le silence comme une alarme que j'avais oublié d'éteindre. Je me suis figé, ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche, fixant l'interphone comme s'il pouvait mordre. Personne ne passait jamais à l'improviste. Pas sans envoyer un texto d'abord. Pas sans prévenir. Après tout ce qui s'était passé au barbecue, après les messages vocaux et le courriel intitulé « Nous devons parler », il n'y avait qu'une seule conclusion logique sur l'identité de la personne. Je n'ai pas répondu. La sonnerie s'est arrêtée, puis a recommencé. Plus longtemps cette fois. Plus insistante. Comme si la pure persévérance pouvait percer une porte verrouillée et une vie de limite bafouée. J'ai posé mon café et me suis penché en arrière pour être hors de vue du Judas, écoutant l'écho étouffé de mon nom déformé par le métal. Amélie, ouvre la porte. Nous devons parler. La voix de ma mère. J'ai regardé son ombre se déplacer sous la porte, cette petite bande de mouvement sur le parquet. Pendant 25 minutes, elle a frappé, appelé mon nom, attendu, et frappé à nouveau. Autrefois, cela m'aurait traîné jusqu'à la porte. La culpabilité m'aurait traîné. La peur d'être qualifié d'ingrate, de dramatique, de cruel. Mais assise là, dans ma propre cuisine, j'ai ressenti autre chose, un calme étrange et creux. Finalement, les coups ont cessé. J'ai attendu encore 5 minutes avant de bouger. Quand j'ai enfin ouvert la porte, il n'y avait personne, juste une note pliée sur le paillasson avec mon nom écrit dessus. Je l'ai ramassée, j'ai senti son poids dans ma main, et j'ai imaginé tous les mots à l'intérieur, chaque ligne sur le sacrifice et la déception et tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Puis je l'ai jeté directement à la poubelle sans la déplier. Le reste de la journée, j'ai travaillé, ou du moins j'ai essayé. J'ai répondu aux courriels des clients, assisté à une réunion Zoom avec ma caméra éteinte, et hoché la tête au bon moment pendant que les gens parlaient de délais et de livrables. Sur un autre écran, mon application bancaire était ouverte. Des chiffres réarrangés en quelque chose qui me semblait enfin m'appartenir. Vers 21 heures ce soir-là, on a de nouveau frappé. 2 coups brefs et secs, pas le martèlement impatient de ma mère, quelque chose de plus froid, de plus mesuré. Je me suis approché doucement de la porte et j'ai regardé par le Judas. Je m'attendais à moitié à revoir ma mère, ou ma sœur Laure, venue de Denver avec cet air tendu qu'elle prenait quand elle essayait de maintenir la paix entre tout le monde. Au lieu de cela, un homme se tenait dans le couloir, quelqu'un que je n'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Veste noire, pantalon gris, le genre de visage générique que l'on perdrait dans une foule si on ne le cherchait pas. Il a attendu un moment, puis a regardé droit vers le Judas, comme s'il savait que j'étais là. J'ai ouvert la porte d'un cheveu, la chaîne de sécurité encore en place. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé. Il ne s'est pas présenté, n'a pas offert de carte ni de raison de croire qu'il avait sa place près de ma porte d'entrée. « Votre père vous envoie ses salutations » a-t-il dit, la voix plate. Puis il s'est retourné et a descendu le couloir, sans se presser, sans regarder en arrière. Juste en livrant une phrase et en quittant la scène comme s'il l'avait fait 1000 fois. J'ai fermé la porte lentement, mon cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la caféine dont je vivais. Pendant quelques minutes, je suis resté là, le dos contre le bois, écoutant mon pouls dans mes oreilles, essayant de savoir si je surréagissais. Le lendemain matin, je savais que non. En partant au travail, j'ai remarqué des rayures fraîches autour de la serrure de ma porte d'entrée. De minuscules cicatrices métalliques, du genre qui n'arrivent pas par accident. Dans l'escalier, mon voisin Thomas m'a arrêté, le front plissé. « Salut, Amélie » a-t-il dit. « Tout va bien ? Un type est passé hier pour demander à quelle heure tu rentrais habituellement. Il a dit qu'il était un vieil ami à toi. Il n'avait pas l'air d'un ami. Thomas était à la retraite, s'ennuyait, et était curieux d'une manière qui m'agaçait généralement. À ce moment-là, j'aurais pu le serrer dans mes bras. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» ai-je demandé. « Que je ne savais pas » a dit Thomas. Et je lui ai dit que je n'aimais pas que les gens posent des questions sur les autres locataires. Je me suis dit que tu devrais le savoir. À l'heure du déjeuner,
J'étais assise dans une petite pièce beige au poste de police, en train de déposer une plainte. J'ai tout raconté dans l'ordre, la visite à ma porte, les marques fraîches sur la serrure, les questions dans le couloir. L'officier qui prenait des notes avait l'air fatigué mais attentif. Quand j'ai décrit l'homme, son expression s'est aiguisée. « Connaissez-vous son nom ?» a-t-il demandé. J'ai hésité, me remémorant le barbecue de retraite dans ma tête. Il y avait eu un homme dans un coin ce jour-là, buvant du whisky, ne disant presque rien. Quelqu'un que mon père avait présenté avec ce ton vague qu'il utilisait quand il ne voulait pas trop expliquer. Je me suis souvenu du nom. Je l'ai dit à voix haute. Le stylo de l'officier s'est arrêté sur la page. Ce n'est pas n'importe qui, a-t-il finalement dit. Il avait une licence de détective privé jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, il travaille en indépendant, principalement pour des gens qui veulent des informations et ne veulent pas être vus officiellement en train de poser des questions. Je suppose que mon père entre dans cette catégorie, ai-je dit, la voix sèche. L'officier n'a pas répondu directement. Il n'en avait pas besoin. L'implication flottait dans l'air entre nous. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, secoué mais étrangement engourdi, mon téléphone a vibré avec un texto d'Étienne. « Appelle-moi quand tu seras seul. » Je l'ai appelé depuis le canapé, fixant la porte comme si elle pouvait se mettre à avoir des yeux. Il a écouté pendant que je lui parlais de l'homme, des rayures, de la plainte. Quand j'ai fini, il y a eu un long moment de silence sur la ligne. « Il n'arrêtera pas », a dit Étienne doucement. Pas parce qu'il est blessé, mais parce qu'il pense qu'il perd le contrôle. Le mot m'a tordu l'estomac. Perdre le contrôle. Pour mon père, c'était pire que de perdre de l'argent, pire que de perdre une maison. Comme pour prouver le point d'Étienne, un nouveau message est apparu sur mon écran à ce moment-là. Pas de mon père. D'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut, c'est Jeanne. On ne s'est jamais rencontrés, mais je suis sorti avec Étienne. Je pense qu'on doit parler. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être un vieux drame romantique désordonné qui essayait de refaire surface. Étienne m'avait parlé de Jeanne auparavant, comment ils avaient rompu proprement, qu'il n'y avait aucune tension persistante. J'ai mis l'appel en haut-parleur et j'ai ouvert le fil de discussion. J'ai répondu « Est-ce que tout va bien ?» Elle a répondu presque immédiatement. Un type est venu à mon bureau aujourd'hui, il a dit qu'il s'occupait d'une affaire de famille. Il a posé beaucoup de questions sur toi, si tu semblais imprudente, si tu avais déjà parlé de faire quelque chose de dangereux avec de l'argent, il a posé des questions sur ta santé mentale. Au début, j'ai pensé que c'était un agent de recouvrement. Puis il a mentionné le nom complet de ton père. J'ai senti le sang quitter mon visage. La voix d'Étienne est sortie du haut-parleur, tendue maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu les messages à voix haute. Il a juré à voix basse, le genre de son bail en colère que je n'entendais pas souvent de sa part. Alors, il utilise Jeanne maintenant, a dit Étienne, en essayant de construire une histoire sur toi, en essayant de te dépeindre comme instable. Diffamation. Gaslighting par un tiers. Préparer le terrain pour une future manœuvre où je ne serai pas seulement la fille ingrate qui est partie, mais la fille dangereuse, imprévisible, celle à qui on ne devrait pas faire confiance avec de l'argent ou des décisions, ou peut-être même avec sa propre liberté. Un frisson s'est installé en moi, froid et constant. Mon père n'était pas seulement en colère, il préparait quelque chose. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, sentant mon cœur battre contre mes côtes, le même cœur qui m'avait déjà averti une fois de ce qu'il pouvait encore supporter. Vers minuit, je me suis levé, j'ai marché pieds nus jusqu'à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait un dossier sur mon bureau que je n'avais jamais pensé avoir besoin d'utiliser, quelque chose que j'avais créé des années auparavant dans un mélange de paranoïa et d'humour noir. Je l'avais appelé « plan d'urgence ». Une blague. Une assurance que je n'avais jamais prévu d'encaisser. J'ai cliqué pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des fiches de courriel, des scans de vieux chèques, des petits morceaux d'informations que j'avais collectés au fil des ans, comme on ramasse de petites pierres sans penser pourquoi. Des choses qui m'avaient mise mal à l'aise à l'époque, des choses que je me disais n'être probablement rien. Les messages de mon père à un ancien partenaire commercial sur des déductions fiscales, créatives. Ma mère déposant de l'argent sur son compte personnel à partir de fonds qui étaient censés être réservés à autre chose. À l'époque, je n'avais pas su quoi faire de tout ça.
Maintenant, je savais, et enfoui au fond de ces documents se trouvait quelque chose que j'avais presque oublié, la fiducie que mon grand-père nous avait laissée, à Laure et à moi. Une fiducie que mes parents pensaient clairement comprendre mieux que nous. J'ai ouvert le dossier de la fiducie en m'attendant au même vieux chiffre, au même solde qui était resté intact pendant des années. Mon grand-père, méticuleux même dans la mort, nous avait laissé à Laure et à moi des parts égales, divisées proprement en deux dès que nous aurions 30 ans. La clause était simple. Si l'une de nous était un jour jugée inapte à gérer l'argent sur le plan émotionnel, financier ou juridique, l'autre prendrait le contrôle temporaire jusqu'à ce que la situation se stabilise. À l'époque, tout le monde supposait que cette clause me concernait. Mes parents faisaient des blagues sur le fait que j'étais trop impulsive, que je ressentais trop de choses, que Laure était la responsable qui me garderait les pieds sur terre. Ils ne le disaient jamais cruellement. Ils n'en avaient pas besoin. C'était le sous-entendu de chaque commentaire, de chaque comparaison. Mais après la mort de notre grand-père, une chose étrange s'est produite. L'avocat m'a nommé fiduciaire temporaire. Il me connaissait mieux que quiconque, même mes parents. Il m'a dit en privé qu'il m'avait choisi parce que je connaissais la différence entre la loyauté et le sacrifice. Je n'avais pas touché un centime. Je comptais transférer le contrôle dès que Laure aurait 30 ans. Mais en parcourant les relevés maintenant, quelque chose clochait. La moitié de l'or n'était pas intacte. En 3 ans, près de 120 000 $ avaient été siphonnés. Pas en gros morceaux évidents, mais déguisés en frais administratifs versés à des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Des factures de conseils de sociétés sans site web. Des dons de bienfaisance à des organisations à but non lucratif qui n'apparaissaient dans aucun répertoire. Un travail de sociétés écran bâclé. Et chaque piste menait dans une seule direction, vers mes parents. Pendant un long moment, j'ai juste fixé l'écran, ressentant une nausée silencieuse et croissante. Ils ne s'étaient pas contentés de me siphonner de l'argent. Ils avaient volé leur autre fille, la fille qui répondait encore à leurs appels, la fille facile, celle dont ils se vantaient. J'ai tout compilé dans un dossier soigné à capture d'écran, date, montant, piste surlignée et je l'ai envoyé à Laure sans explication. Elle a appelé 20 minutes plus tard. Sa voix était stable au début, trop stable. « Tu m'as volé ?» a-t-elle dit. J'ai pris une grande inspiration. Non, ce sont eux. Silence. Puis une expiration qui sonnait comme quelque chose de vieux qui se brisait dans sa poitrine. Tu en es sûr? J'ai retracé chaque ligne. Tout mène à eux. Un autre silence, un long. Quand elle a finalement parlé, son ton avait changé. Il n'était pas tremblant, il n'était pas en colère, il était froid. Alors, brûlons tout. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai presque souri. Laure est arrivée le lendemain matin sans prévenir, traînant un sac de sport et un dossier en carton plus épais que le mien. Elle avait ses propres reçus, des textos de notre mère lui demandant de mentir au guichetier de la banque, des courriels de notre père insinuant qu'il avait besoin d'accéder à ses comptes, juste pour quelques mois. Et des factures qu'elle avait remises en question mais qu'on lui avait dit de laisser tomber. Nous nous sommes assises à la table de ma cuisine comme deux détectives examinant des dossiers sur des étrangers. Sauf qu'ils n'étaient pas des étrangers. C'étaient nos parents. À midi, nous avions une chronologie complète. À 14 heures, nous avions une liste de chaque transaction douteuse. À 15 heures, le dossier a été envoyé au comptable de nos parents. Pas comme une menace, mais comme un avertissement. Nous nous attendions à de la panique, peut-être des larmes, peut-être un déni. Nous ne nous attendions pas au silence. 2 jours se sont écoulés sans rien. Pas d'appel, pas de texto, pas de coup à ma porte. Laure est restée chez moi, dormant sur le canapé avec un œil ouvert, son téléphone serré dans sa main chaque nuit. Le 3e matin, nous avons finalement eu une réponse. Pas d'eux, mais de leur avocat. Mes clients demandent une mise en demeure immédiate de cesser et de s'abstenir. Toute distribution ultérieure d'informations financières privées sera considérée comme une infraction pénale. Ceci est votre seul et unique avertissement. Pas de salutation, pas d'explication, pas de tentative de résoudre quoi que ce soit. Juste une menace à peine voilée. Je l'ai transférée alors. Elle n'a pas répondu avec des mots, juste une photo. Leur maison, prise depuis la rue. Un avis de saisie immobilière rouge vive dans le jardin. Ce matin, a-t-elle texté, ils étaient déjà en défaut de paiement.
J'ai alors réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire. Il se noyait bien avant que je n'arrête les paiements du prêt immobilier. Mon soutien n'avait fait que retarder l'inévitable. Mais le pire n'était pas la saisie, c'était ce qui s'est passé quand Laure y est allée. Elle ne me l'a dit qu'après. Elle savait que j'aurais essayé de l'en empêcher. Elle a frappé à la porte. Notre mère a ouvert, l'a regardée de haut en bas et n'a rien dit. Pendant une minute entière, elle l'a juste étudiée comme si elle était une chose fragile apparue sur le porche. Puis notre père est venu à la porte. Il n'a pas crié. Il n'a pas demandé pourquoi elle était là. Il l'a juste fixée et a dit, « Tu es aussi brisée qu'elle. » Laure m'a dit qu'elle n'avait pas bronché. Elle a fouillé dans son sac, a sorti le dossier de la fiducie et le lui a tendu. « Comment penses-tu que cela se termine ?» a-t-elle demandé. Elle a dit que son visage avait changé, non pas de culpabilité ou de peur, mais de confusion, comme s'il avait oublié à qui appartenait l'argent au départ. Puis, de manière inattendue, il s'est assis dans les escaliers. Pas de colère, pas de voix forte, il a juste marmonné qu'il avait tout construit à partir de rien, que nous ne comprenions pas la pression, que nous étions gâtés, ingrates. Laure est partie avant qu'il ne puisse sombrer dans l'une de ses tirades. Ce soir-là, je suis allé à ma voiture pour prendre un chargeur que j'y avais laissé. J'ai remarqué que la portière était légèrement entr'ouverte, mais rien ne manquait. Ni mes lunettes de soleil, ni l'ordinateur portable sur la banquette arrière, ni les pièces dans la console. À la place, sur le siège du conducteur, une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie de moi, prise de l'autre côté de la rue, sortant de mon appartement 2 jours plus tôt. Au dos, d'une écriture désordonnée, « Tu es allé trop loin. » Mes genoux se sont dérobés. Pour la première fois depuis le barbecue, j'ai eu peur. Pas pour ma réputation, pas pour mon héritage, mais pour ma sécurité. J'ai appelé Laure immédiatement. On en a fini ici, ai-je dit. Je pars de la ville pour quelques jours. Elle n'a pas discuté. Je fais la même chose. Pas d'adieu dramatique, pas de longues explications, juste 2 sœurs réalisant enfin qu'elles n'avaient plus affaire à un conflit familial, mais à quelque chose de plus sombre. Nous avons fait nos valises, éteint nos téléphones et disparu. J'ai roulé vers le nord avec cette lucidité engourdie et concentrée qui ne vient que lorsque la peur a consumé toutes les autres émotions. Je n'ai pas dit à Étienne où j'allais, seulement que j'étais en sécurité et que je l'appellerais quand je pourrais. Laure et moi avons gardé nos téléphones éteints, convenant de nous donner des nouvelles une fois par jour depuis des téléphones prépayés jetables. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans une chambre de motel qui sentait légèrement l'eau de Javel et le vieux café, regardant les informations en sourdine à la télévision en attendant que l'adrénaline dans mon sang se calme pour devenir vivable. Quand je suis finalement rentré chez moi le 4e jour, mon appartement était exactement comme je l'avais laissé, propre, calme, intact. Les caméras de sécurité de l'immeuble n'ont montré aucune activité près de ma porte pendant mon absence, mais cela ne m'a pas rassuré. Je connaissais mon père. Ses méthodes n'étaient jamais bruyantes. Il préférait la pression dans l'ombre, des chuchotements, des graines plantées, des conséquences implicites. Il ne défoncerait jamais une porte quand il pouvait simplement desserrer les gonds au fil du temps, ce qui signifiait que je devais agir en premier. Dès que Laure est rentrée à Denver, elle m'a appelé. C'est le moment, a-t-elle dit, ni en colère, ni paniquée, juste à bout. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appelé notre avocate, une experte en crimes financiers et en détournement de fonds que j'avais rencontrée une semaine plus tôt, lorsque tout avait commencé à se fissurer. Sous sa direction, nous avons déposé une plainte officielle auprès de l'État. Nous avons inclus toutes les pièces justificatives, transferts non autorisés, signatures falsifiées, fausses factures, mouvements d'argent via des sociétés écrans et déductions fiscales frauduleuses. Laure avait même fait vérifier la signature de notre mère sur plusieurs documents par un expert en graphologie judiciaire. Tout était bétonné. Mais le meilleur ? Nous n'avions même pas fini. Vous vous souvenez du 2e compte séquestre que nous avons découvert ? Celui caché sous une société écran avec un nom que personne dans notre famille n'avait jamais entendu ? Au début, cela semblait être une tentative maladroite de cacher les restes, mais notre avocate a creusé plus loin. Le compte n'était pas nouveau. Il était actif depuis 3 ans, et chaque dépôt correspondait à l'argent siphonné de la fiducie de Laure. Il y avait encore 86 000 $ dessus. Nous avons immédiatement gelé le compte. Le même jour, j'ai fait un autre mouvement stratégique, moins lié à l'argent qu'à la pression sociale.
J'ai appelé le président de l'association des propriétaires du quartier de mes parents, en prétendant être une acheteuse potentielle. J'ai posé des questions vagues sur la stabilité de la communauté et les préoccupations financières concernant les propriétés voisines. Puis j'ai mentionné nonchalamment des rumeurs d'une enquête liée à une maison dans leur rue. Je n'ai pas donné de nom. Je n'en avais pas besoin. Une communauté comme la leur prospérait sur la réputation et les ragots. En 48 heures, l'association des propriétaires a adressé une demande formelle à mes parents exigeant des éclaircissements sur des irrégularités financières. Pour des gens comme eux, c'était pire que la saisie immobilière, pire que les ennuis judiciaires. C'était l'humiliation. Le lendemain, Laure a de nouveau appelé, la voix tendue d'un mélange d'incrédulité et de satisfaction sombre. « Tu ne vas pas le croire », a-t-elle dit. Papa a essayé de m'appeler 2 fois. Puis il a laissé ça. Elle a transféré le message vocal. Sa voix n'avait rien à voir avec celle de l'homme de mon enfance, ni le comptable sévère et inflexible qui nous faisait la leçon sur la responsabilité, ni l'homme froid et méprisant qui m'a dit que je serais toujours la dernière. Cette voix était brisée, désespérée. Nous perdons tout, a-t-il dit. Cela nous ruine. Les gens parlent. Ta mère s'effondre. Nous avons besoin d'aide. S'il te plaît, rappelle. L'entendre supplier semblait surréaliste. Il n'avait jamais supplié pour quoi que ce soit de sa vie, pas une seule fois. J'ai écouté le message vocal 2 fois, puis une 3e fois. Je m'attendais au triomphe, à la justification, à quelque chose de vif et de satisfaisant. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. Ni chaleur, ni pitié, ni envie de lui tendre la main pour lui accorder ne serait-ce qu'une fraction de la miséricorde que je lui avais offerte toute ma vie. J'ai envoyé le message vocal à notre avocate et je l'ai archivé. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis resté assise en silence jusqu'à ce que le soleil glisse sous le rebord de la fenêtre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que l'émotion n'était pas de l'apathie. C'était du deuil, non pas pour lui, mais pour la version de lui que j'avais construite dans ma tête, une version qui n'avait jamais existé. Et les choses étaient sur le point de se fracturer encore plus. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Un journaliste national voulait me parler. L'histoire anonyme que j'avais publiée en ligne, celle détaillant une famille qui avait abusé d'une fiducie et engagé un détective privé pour harceler leur propre enfant, était devenue virale. Des centaines de commentaires, des milliers de partages, une indignation croissante. Les gens appelaient cela la tempête parfaite de la trahison financière. Je m'attendais à ce que ça prenne de l'ampleur. Je ne m'attendais pas à ce qu'un média remonte jusqu'à moi. Mais j'ai accepté l'interview à une condition, pas de nom, pas encore. Je ne les protégeais pas, je me protégeais moi-même, du moins jusqu'à ce que toutes les garanties légales soient en place. L'interview a été diffusée en ligne 2 jours plus tard. Une silhouette floue, une voix déguisée, une histoire qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Cette même nuit, quelque chose de nouveau a fait surface. Laure a trouvé le 3e compte, un compte offshore, pas à leur nom, mais lié à la même société écran utilisée pour vider notre fiducie. Il ne restait plus d'argent dessus, mais son existence signifiait une chose terrifiante, il y avait peut-être eu plus de comptes, plus de plans, et des intentions potentiellement beaucoup plus sombres. Nous avons tout apporté à notre avocate le lendemain matin. Elle a parcouru les dossiers, s'est penchée en arrière et a dit, ce n'est plus seulement de la fraude financière. Si ces politiques ont été utilisées pour faciliter des paiements en cas de disparition, cela relève du pénal. Laure et moi avons échangé un regard. Aucune de nous ne voulait dire le mot qui flottait entre nous. Paiement en cas de disparition, ce qui signifiait qu'à un moment donné, nos parents avaient envisagé une vie sans nous. Pas métaphoriquement. Légalement, financièrement, stratégiquement. La pièce semblait plus froide. Nous avons décidé de donner un choix à nos parents, notre dernier acte de miséricorde. Les conditions étaient simples. Ils renoncent à tout accès à tous les comptes de la fiducie. Ils signent des déclarations sous serment admettant des malversations financières. Ils quittent la région définitivement. Ils coupent tout contact. Pas d'appel, pas de courriel, pas de message. Ils avaient 7 jours. Le 4e jour, ils ont accepté. Pas de combat, pas de déni, juste un seul courriel, envoyer les papiers. Je n'ai pas demandé pourquoi ils avaient cédé si facilement. Je ne voulais pas la réponse. 2 jours après que tout a été signé,
un dernier courriel est arrivé, non pas à moi, mais à Laure. Pas de salutation, juste un paragraphe. Nous pensions construire quelque chose de solide. Nous n'avons pas réalisé que nous coulions du béton autour de nos propres pieds. Dis à ta sœur que nous avons perdu la partie au moment où elle a souri et est partie sans la montre. Laure l'a transféré sans commentaire. Je l'ai lu une fois, je l'ai supprimé, et c'était tout. Leur maison a été vendue aux enchères. Leurs comptes ont été gelés. Leurs réputations se sont effondrées. Ils ont disparu de toutes les plateformes sociales comme des fantômes essayant d'échapper à leurs propres ombres. Et moi? J'ai enfin expiré. 1 an plus tard, je ne m'attendais pas à devoir y revenir un jour. J'avais reconstruit ma vie à partir de zéro, ou du moins à partir des cendres que mes parents avaient laissées derrière eux. J'ai changé d'appartement, changé mon adresse courriel, ajouté de meilleures serrures, et j'ai passé les premiers mois à sursauter au moindre bruit inattendu. Mais finalement, la peur s'est estompée. J'ai glissé dans quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Étienne et moi sommes devenus plus forts à travers tout cela. Il n'a jamais mal pris le chaos que j'ai apporté dans son orbite. Il a tenu les morceaux avec moi, sans jamais essayer de prendre le contrôle ou de minimiser ce que je ressentais. Parfois, tard dans la nuit, il disait, « Tu sais, tu n'as pas brisé la famille. Tu as juste arrêté de les laisser te briser. » Et je sentais quelque chose se calmer en moi. Laure et moi étions plus proches que nous ne l'avions jamais été enfants. Le traumatisme a une façon de ressouder les morceaux brisés. Nous parlions au moins 2 fois par semaine, parfois plus. Elle venait me voir tous les quelques mois, apportant de nouvelles recettes et ce vieux rire sarcastique qui m'avait manqué. Nous ne parlions pas de nos parents, sauf si nécessaire. Le silence, nous l'avons réalisé, était une frontière en soi. Je n'avais eu aucune nouvelle d'eux depuis l'accord. Ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes, ni de courriels passifs-agressifs, rien. Ils avaient disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Puis la lettre est arrivée. Pas un courriel, pas un texto, une lettre manuscrite postée de l'Oregon. Pas d'adresse de retour. Mais l'écriture était reconnaissable entre toutes, de petites boucles soignées qui avaient rempli toutes les notes dans mes boîtes à lunch d'enfance. Ma mère. Je suis resté assise avec la lettre sur la table pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Mes mains ne tremblaient pas. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Je me sentais étrange, détaché, comme si je lisais un message d'un ancien collègue dont je me souvenais à peine. La première page était exactement ce à quoi je m'attendais. Nous avons fait ce que nous pensions nécessaire. Nous voulions seulement protéger la famille. Tu as tout mal interprété. Nous n'avons jamais cessé de t'aimer, même quand tu nous as tourné le dos. Même scénario, papier différent. Mais la 2e page a changé. Tu penses tout savoir, mais ton père ne t'a pas dit ce qu'il a fait avec le reste. Je me suis figé. Le reste? J'ai lu la phrase encore et encore. Il n'y avait aucune explication, aucune suite, juste cette ligne. Un couteau déguisé en murmure. J'ai texté Laure, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a appelé immédiatement. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Mais sa voix donnait l'impression qu'elle savait exactement ce que je pensais. Il pourrait y avoir encore plus de comptes, plus d'argent caché, plus de secrets enfouis dans des endroits que nous n'avions pas appris à chercher. Notre avocate a confirmé quelque chose de glaçant. Les comptes offshore sont rarement isolés. Si un existait, il y avait de fortes chances qu'il y en ait d'autres cachés derrière des couches que nous n'avions pas découvertes. Mais après tout, nous avons laissé tomber. Aucune de nous ne voulait passer sa vie à chasser des fantômes. Ni les leurs. Ni ceux de notre grand-père. Ni quelle que soit l'empreinte financière tordue que notre père avait laissée derrière lui. Laissons-leur leurs secrets, a dit Laure. Ils vivent déjà comme des ombres. Elle avait raison. Les gens me demandent parfois en ligne, en commentaire, en message privé, si les coupés de ma vie étaient trop durs. Si j'aurais dû essayer plus fort. Si je regrette d'avoir brûlé le pont au lieu de le réparer. Voici la vérité que j'ai apprise. Certains ponts ne sont pas faits pour être traversés à nouveau. Certains ponts n'ont jamais été des ponts, mais simplement des cordes nouées autour de votre cou. Quand j'ai finalement coupé le cordon, il ne s'est pas rompu bruyamment. Il n'a pas explosé. Il s'est rompu silencieusement, doucement, proprement. Et dans l'espace où se trouvait la corde, j'ai trouvé de l'oxygène.
Étienne et moi avons fait un voyage le mois dernier. Une petite ville de montagne, un chalet en bois, un balcon avec vue sur des pins si hauts qu'ils craquaient dans le vent. Un soir, alors que la cheminée crépitait, il m'a demandé s'ils se présentaient demain et disait qu'ils étaient désolés, est-ce que tu y retournerais? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Non, ai-je dit, parce qu'ils n'ont jamais essayé de me trouver. Ils essayaient de trouver le contrôle. Il a hoché la tête, a passé son pouce sur ma main et a dit, bien. Nous sommes restés là dans le silence, enveloppés dans une paix que je n'aurais jamais pensé mériter. Parfois, quand je vérifie ma boîte aux lettres, de temps en temps, je m'attends à moitié à une autre lettre, un autre message cryptique, un autre indice de quelque chose de caché. Mais la plupart du temps, il n'y a rien, et je suis reconnaissante, car l'absence de leur voix n'est pas du vide. C'est la liberté.